Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro pour un épisode spécial. Comme vous le voyez, je ne suis pas chez moi puisque je suis en déplacement professionnel. Et aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial sur le NIF, le Northeast Astronomy Forum. C'est le plus grand, la plus grande expo en fait, comme les RCE en France. Mais c'est la plus grande expo américaine et probablement la plus grande expo au monde. Globalement, à peu près tous les constructeurs mondiaux étaient présents. Y compris des constructeurs et des fabricants européens. Et il y a eu pas mal de présentations de matos et tout ça. Alors vous en avez peut-être déjà entendu parler, il y a eu un certain nombre de trucs présentés par ZWO. Mais il n'y a vraiment pas que ZWO qui a présenté des trucs. Alors j'ai fouillé ces derniers jours justement pour vous faire un truc complet. Vous le savez, moi je ne suis pas affilié à une marque en particulier. Et donc c'est un peu normal d'essayer de donner un peu de visibilité à tout le monde. Donc voilà, je vous ai présenté un certain nombre de slides et vous me verrez sur le côté de l'écran. Et puis on va voir ensemble un peu toutes ces annonces. Il y a vraiment des trucs très très intéressants qui s'en viennent. Allez, le NIF, c'est maintenant sur la chaîne Astro. Ok, donc je vous propose de commencer cet épisode et nous allons voir ensemble un petit peu toutes ces nouveautés annoncées sur le NIF. Alors pour vous montrer un peu l'idée, le NIF c'est un énorme gymnase. Quand vous voyez la taille de la piste quand même, je pense que c'est assez grand. Et donc là vous avez un stand finalement pour chacun des magasins, chacun des fabricants présents. Il y a énormément de trucs, il y a des choses qu'on ne connaît pas en France, qu'on ne connaît pas en Europe. Voilà, Explore Scientifique par exemple. Et vous en avez d'autres, vous avez Celestron, vous avez toutes les marques finalement que l'on connaît. Les États-Unis sont en pleine effervescence avec notamment l'Eclipse qui aura lieu l'année prochaine. Donc ça vend des petites lunettes spéciales Eclipse. Voilà pour l'observer en sécurité. Les États-Unis, c'est aussi bien évidemment des astronautes. Et donc il y a des astronautes qui sont invités au NIF tous les ans. Voilà, pour donner des conférences. Ils ont cette chance-là que nous avons un petit peu moins, quoique nous avons de temps en temps des astronautes européens aussi qui peuvent être vus sur des conférences. Voilà, donc à peu près pour vous donner un peu la taille du NIF. Voilà, et alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec Astrophysics qui présentait la 110 Starfire GTX. Donc une lunette apochromatique de 110 mm de diamètre, un sacré monstre quand même. Donc Astrophysics est très connu en fait pour les montures. Et puis là, justement, on va parler d'autres choses. On va parler bien évidemment de certains instruments qu'ils sont à même de vous proposer. Alors on est bien évidemment dans une lunette plutôt haut de gamme, là clairement, 110 mm, voilà, on est à plus de 6 000 $. Et concrètement, donc quand on vient suivre ce site, alors on a des caractéristiques techniques qui vous sont données. Alors voilà, quand on regarde ce genre de petits diagrammes là comme ça qui vous donnent un peu une idée de la tâche d'aérie en fonction de la position sur le plan focal et tout ça, on se dit que bon, a priori ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc en termes de spécification, elle fait 110 mm de diamètre, 660 mm de focale à f6, un instrument qui sera donc plutôt bien pour du ciel profond, mais je veux dire, ce genre d'instrument là, vous mettez un ERF devant, un quark derrière, ça marchera à merveille parce que le quark fonctionne très bien à f6, une image qui sera relativement lumineuse et en même temps bien contrastée, donc vraiment une sacrée belle lunette là proposée par Astrophysics. Ensuite, vous avez William Optics qui présentait un nouveau type de lunettes, ce sont les Pleidas. Alors la spécificité, vous voyez, vous avez le focuseur qui se trouve en plein milieu de l'instrument. Et on n'a pas de porte oculaire tel qu'on a l'habitude de le voir. Et ça, c'est quelque chose de très très astucieux. Donc en fait, il y avait deux modèles, là, les 71 mm et les 83 mm de diamètre. Vous avez aussi la nouvelle Red Cat, qui ressemble apparemment, qui semble être tout à fait associé à ce nouveau fonctionnel. Et notez aussi là une petite monture, donc une petite monture qui semblerait être une Harmonic Drive. Progressivement, toutes les marques vont s'y mettre. Alors, dans mon épisode sur la M5, je ne vous avais pas parlé des autres marques parce que l'idée, c'était de se dire, je pars d'une monture connue non harmonique, je vais sur la M5. Je connais peu de personnes qui ont déjà une harmonique, qui vont s'acheter une nouvelle harmonique aujourd'hui, très clairement. Donc là-dessus, bien, un petit combo qui peut être très très intéressant en nomade. Alors on va essayer de regarder un petit peu en détail ensemble, un petit peu qu'est-ce que c'est que ce concept de lunettes, vous allez voir. Donc ce concept là, The New Game Changer,
Eh bien, en fait, l'idée, vous savez, quand vous avez un focuseur traditionnel, eh bien, quand vous allez commencer à faire le réglage de votre mise au point, vous risquez d'avoir du tilt par le fait d'avoir finalement un élément de plus en plus lourd. Si vous mettez un diviseur optique, si vous mettez une roue à filtre, si vous mettez une caméra, vous avez facilement 1 kg, si c'est pas 1,5 kg sur le porte-oculaire. Et leur idée, c'est de faire l'inverse. On a finalement tout loisir à l'intérieur de l'instrument de pouvoir faire des grands rails, et là c'est carrément l'objectif en fait qui va bouger à l'intérieur de l'instrument. Ce qui n'est pas idiot parce que finalement en termes de vignettage on va bien maîtriser aussi le sujet, mais c'est surtout voilà l'absence de tilt. Je pense que ça peut être un concept intéressant, on verra comment ça va se concrétiser, les premiers achats et tout ça. Donc là apparemment ils ont fait des rapports de Zygo là, donc qui sont des c'est un test interférométrique qui permet de voir si votre plan voilà, si le plan de lumière en fait, si le front d'onde arrive bien finalement orthogonalement à votre capteur et tout ça. Si vous avez du tilt en fait, ce qui va se passer c'est que ça va pas arriver dans le bon sens. Donc là, on a vraiment des instruments f5,9 là pour la 81 mm avec du FPL 53. Je pense qu'il y a quelque chose qui doit être, voilà, vous avez un flattener qui est proposé. Je pense que là, on est sur quelque chose qui devrait être très très sérieux comme instrument. Alors on verra bien évidemment les prix, mais il y a une annonce quand même de quelque chose d'intéressant chez William Optics. On continue avec Primaluce Lab. Alors Primaluce Lab, c'est une marque que vous connaissez peut-être. Ils font des focuseurs en fait, le fameux Esato notamment. Donc ça c'est le Esato 2 pouces que l'on peut utiliser par exemple derrière un C11 ou un C14. En fait ça permet de faire une mise au point motorisée et en fait bien évidemment il y a une vraie demande pour les utilisateurs de C11 et de C14. Et là, ils viennent de sortir la version low profile de leur Esato. Alors, il existe déjà des versions low profile, mais celle-ci est vraiment optimisée par rapport à la configuration et notamment, et bien justement, cette molette de mise au point. Donc, c'est vraiment optimisé là pour le C11 et donc par extension, ça devrait fonctionner sur le C14. Alors, à noter que ce type de focuseur est un peu particulier, c'est-à-dire que autant là, vous allez avoir le tube qui va sortir. Autant là, c'est carrément la totalité du focuseur qui va se translater par rapport au tube noir. Donc le tube noir est fixé à l'instrument et c'est la pièce rouge en fait qui va avancer et reculer. Voilà, c'est un peu particulier comme focuseur, mais c'est super précis. C'est une précision de quelques microns. Enfin, c'est hallucinant comme truc. Alors vous aviez Antlia. Antlia, c'est une marque qui fait des filtres notamment. Qui était présente donc au NIF avec un certain nombre de filtres. Vous connaissez déjà cette marque. Ils ont présenté notamment deux séries, une gamme 2,8 nanomètres là en SHO qui peut être intéressant avec des verres en quartz, etc. Et puis des filtres LRGB et R+, là pour faire une partie infrarouge. Finalement à essayer de rajouter et puis donc là on est au-delà du 656 nanomètres du H-alpha, mais pour essayer de rajouter encore de la profondeur, notamment sur voilà, sans doute pour les IFN et tout ça. Donc ils ont toute une gamme présente et ils ont présenté aussi les APT dual band 5 nano. Alors là vous avez du H-alpha et oxygène 3 d'un côté, et vous avez du sulfure 2 et du H-bêta de l'autre. Ça c'est une de mes réflexions qu'on a effectivement à utiliser l'oxygène 3 mais pas le H-bêta. On manque quelquefois un petit peu de bleu. Et là, avec vraiment cette combinaison de deux filtres et un capteur couleur, vous allez pouvoir faire carrément du SHO. Donc ça, c'est deux filtres qui sont assez intéressants. Je crois que Guillaume, astronaute Univers Astro, vous en a déjà parlé de ça. Donc voilà, ils ont pas mal de séries de filtres. Vous avez Unistellar qui était présent, des Français, Cocorico, bravo à eux, ils étaient présents donc avec leur Ivescope 2 notamment, et donc voilà, une équipe d'Unistellar qui était présente au NIF cette année. QHY CCD, marque de caméra, alors moi j'ai des QHY CCD, je dois en avoir, je sais plus, 3, 4 ou 5, au moins 4 je crois. Donc en caméra planétaire, je n'ai pas les caméras de ciel profond. C'est une marque qui n'est pas si bien connue que ça en France et je le regrette. Ils étaient présents pour présenter différents instruments et tout ça, avec, vous voyez, toujours un système de diviseur optique ici. Là aussi, de la roue à filtre, donc on est vraiment sur des gammes complètes. Il faudrait vraiment creuser le sujet de savoir vraiment le plug and play que je trouve très très bien chez Zuo. Si QHY propose un peu la même chose, en tout cas ce sont des caméras qui ont une bonne réputation technique, notamment en termes de bruit. Ils étaient donc présents, donc les voilà présents.
Ensuite, on va continuer avec Daystar qui était présent. Bon, Daystar, c'est une marque américaine, hein. Sachez que Daystar sera désormais quasiment plus distribué en Europe parce qu'il y a notamment des gros problèmes techniques sur certains quarks et un presque refus d'exercer le SAV de la part de Daystar vis-à-vis des distributeurs européens. Donc c'est à regret parce que bon, moi j'ai un quark et j'aime bien, mais sachez qu'on a une problématique difficile avec Daystar aujourd'hui en Europe. Voilà, je vous en dirai pas plus, mais c'est les échos que j'en ai, et donc a priori Daystar en Europe c'est un peu fini. Mais il y a d'autres marques, il y a d'autres alternatives. Donc voilà, c'est les Strom avec les petites lunettes là. Vous aviez là NPAE qui présentait une tourelle pour oculaire. Donc en fait il y a un prisme à l'intérieur ou un renvoi coudé, et puis en fait tu passes d'un oculaire à l'autre comme ça. Ça peut être pas mal pour un club notamment pour pouvoir changer les grossissements sans utiliser des oculaires zoom. Vous aviez Télévue, alors Télévue, marque américaine absolument réputée, et je ne sais pas si vous connaissez cette personne-là, eh bien c'est le fameux Al Nagler. Al Nagler qui a fondé Télévue. C'est lui qui a inventé les fameux oculaires Nagler. Donc c'est le père de David Nagler qui est ici, que vous avez pu rencontrer sur la chaîne à l'occasion d'une interview que j'avais tournée au RCE il y a 3 ans. Et donc Télévue a présenté bah voilà, toute la gamme d'oculaires. Regardez-moi ça, c'est monstrueux la quantité qu'ils en ont. C'est beau comme présentoir. Ça donne vraiment envie, et puis notamment tous les accessoires pour l'imagerie, on n'y pense pas, ils ont des bagues quelquefois assez improbables qui permettent de résoudre des problèmes. Ils ont vraiment du super matos, mais bon, c'est Télévue, c'est pas donné non plus, mais c'est de la bonne qualité. Et ils ont présenté notamment qu'ils ont annoncé un 0,8 reducer, donc pour télescope. Alors il faut voir pour quel type d'instrument c'est prévu proprement dit, mais là il y a quelque chose, Nagler Petzval télescope. Bon, il y a quelque chose qu'ils ont présenté. Voilà, sachez que chacune des marques continue dans sa route, dans sa voie, à présenter des nouveaux produits intéressants. Ils ont présenté aussi quelque chose quand même d'assez intéressant à dire, à savoir un oculaire de vision nocturne par intensification. Alors vous connaissez OVNI, je vous avais déjà présenté un petit peu ça. Télévue s'y met aussi, donc avec des systèmes de phosphore, et apparemment ça donne quand même des résultats assez intéressants. Et donc en fait, si on va sur le site de Télévue, eh bien vous avez déjà une vidéo de démonstration là, qui montre quand même quelques beaux résultats. Alors il faut essayer de cacher ça, voilà, vous avez le cœur d'M42. Et la grande force de Télévue, c'est voilà, toutes ces bagues en fait qui vous permettent de faire des montages divers et variés sur différents instruments, pour faire du montage sur un oculaire, pour faire du montage au foyer, etc. Vous avez un nombre de bagues. Cette bague-là, par exemple, est quasi introuvable, peu connue en tout cas. Et avec cette bague-là, on peut faire des montages qui permettent de mettre aussi certaines caméras, certains trucs. Enfin, il y a vraiment pas mal de trucs là à noter, donc je vous mettrai ça dans la description, vous pourrez aller regarder. Il y a des bagues qui méritent à être connues chez Télévue, hein, vraiment, en dehors de ce produit. Alors, Omegon avait annoncé sa présence au NIF. Alors, Omegon, vous connaissez, hein, c'est la marque de Nimax, donc marque allemande, pour présenter une lunette donc apochromatique. Et ça vous dit peut-être quelque chose. En fait, cette lunette, vous l'avez vue sur la chaîne à l'occasion du live que j'avais fait pour les RCE. Alors, comme vous le savez, j'ai eu à souffrir quelques pressions qui ont fait que je n'ai pas pu le remettre en ligne. Mais on vous avait présenté en avant-première cette lunette donc sur la chaîne. En fait, cette lunette, il y en a 4. C'est un triplet apochromatique. Donc, vous avez la 85-510, la 96-575, la 106-700 et la 140-910. Donc on est sur des rapports FD plus élevés qu'une 61 EDPH par exemple, mais on a un diamètre qui est quand même assez conséquent. Quand on regarde bien, on a un rapport FD qui est quand même assez raisonnable. Je crois qu'on tourne autour de F6 également, donc là on est sur un instrument qui va pouvoir être utilisable également avec un Daystar Quark ou donc l'équivalent du Quark en fait ça va être le Sundancer de Bader. Et donc un instrument assez polyvalent et qui permettra de faire des très très belles images. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus donné, vraiment, vous voyez, il y a de plus en plus de marques, et on va en reparler encore, qui se met vraiment sur le créneau des lunettes apochromatiques qui sont de plus en plus plébiscitées pour l'astrophotographie. Par contre, c'est sûr, ça représente un budget.
Enfin, on va y venir, ZWO a présenté énormément de choses, a annoncé énormément de choses. Alors en fait, ils se sont amusés un petit peu. Je suis tombé sur ce tweet que je trouve assez excellent. Joyeux 1er avril avec une image. Et en fait, oui, effectivement, c'était pas un poisson d'avril, c'est en fait leur fameux Seastar. Donc en fait, ils étaient présents avec des lunettes donc apochromatiques qui étaient présentées également sur leur stand, avec le Seastar S50 et avec d'autres instruments. Alors ils avaient présenté un petit peu avant AM5, Hey Brother, avec une petite monture. Donc c'est la fameuse AM3 qui va être annoncée. Là, FF65 Apo, alors ils n'auraient pas dû mettre ça parce que tout de suite ils ont vite été grillés comme quoi c'est en réalité la même que la Ascar, mais en rouge. Ensuite ils ont mis ce truc là, on a très vite compris que c'était le concurrent direct du Vespera de Vaonis. Et ensuite ils ont montré un Azier 256 Go. Donc on va essayer de parcourir un petit peu ça. Ils ont présenté aussi ça, une caméra avec un reflet, avec une deuxième caméra de guidage. Ceux qui connaissent la marque Attic ne sont pas tellement surpris parce que Attic avait fait ça dans le passé. Donc voilà, avec Seastar. Là. Alors ces lunettes FF65 Apo, notamment, c'est pas la seule, hein, ce sont donc des réfracteurs apochromatiques de conception, je crois, Petzval, de très belle qualité. Alors on va aller regarder un peu leur fiche technique. Donc effectivement sur leur site, ce que vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de trucs. Il y a une 80, une 107, une 65 et une 130. Allez, regardez la 65, elle est à 999 €, donc c'est quand même, voilà, on retrouve à peu près les mêmes prix, j'ai l'impression, que ce qu'on a vu tout à l'heure chez Omegon. Donc la 65, allons voir la 65 Apo, qu'est-ce qu'on va nous dire dans la fiche technique. Donc vous voyez qu'on nous la présente sur un AM5 avec un Azier, avec un EAF, avec une roue à filtre, avec une caméra touche chez ZWO en rouge, blanc et noir, c'est quand même très très joli. Donc c'est un quintuplet apochromatique, 416 mm de focale, 65 mm d'ouverture. Vous voyez que c'est la focale 416, c'est la focale de la 94 de DPH, elle est à 414. Par contre le diamètre il est de 65, il n'est pas de 94 mm. Ça supporte du full frame. Voilà, avec donc il nous indique qu'il y a vraiment quelque chose de très très propre avec le RMS Radius là, donc qui nous donne une indication sur la qualité de l'image au foyer, j'ai comme l'impression. Il n'est pas nécessaire d'avoir un flattener, donc voilà, un correcteur de champ intégré, voilà. Et on nous indique qu'il y a des photographies et un adaptateur photo en 3 pièces également. Donc il y a quand même un bel instrument qui est prévu avec un adjustment en dixième, donc un focuseur démultiplié. Et il n'y a pas besoin de se prendre la tête avec le back focus parce que là on est sur un instrument sans doute de conception Petzval et là en l'occurrence il n'y a pas de problématique de back focus, vraiment l'instrument est conçu de façon différente là-dessus. Donc voilà un petit peu, un rapport FD à 6,4, c'est pas ce qu'il y a de plus ouvert, très sincèrement. Quand vous comparez avec la 94 de DPH qui est à F4,5, vous voyez que la 94 elle va aller quand même beaucoup plus vite. Donc voilà un petit peu l'idée, 44 mm de cercle image corrigée, donc on va pouvoir travailler correctement avec une ASI 6002 visiblement, donc en full frame, c'est quand même franchement du beau travail. En réalité, cette lunette n'est pas du tout fabriquée par ZWO, cette lunette elle est fabriquée par Ascar, qui vend exactement la même, visiblement moins cher, donc ça c'est un peu à confirmer, puis là vous avez plusieurs adaptateurs, enfin voilà. Donc comparer les prix, vérifier, il y a de plus en plus en fait, il y a un fabricant, puis c'est rebadgé chez telle marque, c'est rebadgé chez telle marque, parce qu'il y a TS Optics qui rebadge aussi du Ascar Sharpstar, il y a Omegon Pro qui le fait également. Donc vérifier, comparer, mais ceci dit, c'est quand même une belle annonce et c'est quand même un bel instrument. Ensuite, un Azier, un nouvel Azier. Vous connaissez hein, la série de l'Azier, le premier du nom, qui était un Raspberry Pi 3, l'Azier Pro, un Raspberry Pi 4, l'Azier Plus, donc avec son antenne aussi, et avec des cartes électroniques qui sont différentes, etc. Et puis l'Azier Mini, où là, ils ont carrément créé leur propre carte électronique, a priori,
Il y a aussi beaucoup de problématiques d'obsolescence composants, ou en tout cas d'arrivée de disponibilité composants sur les AZIR. C'est aussi pour ça qu'ils ont sorti la ZIR Mini, pour pour répondre à un certain nombre de personnes. On n'est pas du tout obligé d'avoir un port USB 3 quand on fait de la photo du ciel profond. Sachez que les AZIR ne supportent pas la 6002. A priori, elle a trop de photosites pour elle. Et donc, en fait, ils sortent une nouvelle version de la ZIR+, 256 Go. Alors, qu'est-ce que ça change? On va regarder ça ensemble. Alors, la ZIR+, eh bien, il nous annonce en fait, donc en fait, c'est une mémoire IMMC qui est à l'intérieur, avec une vitesse d'écriture et une vitesse de lecture assez rapide, sans doute plus rapide qu'une... voilà, et il nous indique donc il y a une version avec plus de mémoire. Il nous indique que c'est 26% plus efficace sur des acquisitions en pause courte, donc sur du planétaire. Et ça augmente de 30% FPS en plus. Ça devait sans doute être une des limites de la ZIR. Personnellement, je suis pas très tenté de faire du planétaire avec la ZIR. Je vous le dis pourquoi. Tout simplement pour une question de rafraîchissement de l'image en temps réel et de décider de lancer la rafale. Donc personnellement, voilà, pour moi, la ZIR, je ne l'utiliserai pas pour de l'acquisition planétaire, sauf exception éventuellement. Et donc là, voilà, ils annoncent cette version-là. Bon, et après, c'est les autres caractéristiques que l'on connaît déjà sur la ZIR+, donc il n'y a rien de nouveau sur le soleil pour le reste. La M3, la petite sœur de la M5, et la M5, vous avez un épisode sur la chaîne. Donc petite monture Harmonic Drive, et alors je sais plus si je l'ai dit dans l'épisode, mais pour moi, il y avait un trou, en fait, entre la Star Adventurer... notamment la Star Adventurer donc GTI, hein, que j'ai testé sur la chaîne il y a quelques mois, et la M5. Pour moi, il y a un trou parce que j'aimerais pouvoir embarquer une lunette de 7-8 kg avec, en ultra nomade et tout ça. Vous savez que j'adore la 94 dph, et en fait, bah, la M3, c'est la réponse. La M3, elle est parfaite pour ça, vous allez voir. Alors la M3, regardez au niveau des prix, mais on reparlera des prix après. Elle est quand même moins chère que la M5. On nous annonce donc une monture qui va pouvoir être commandée. Bon, voilà, globalement, on retrouve la même fiche technique un peu que la M5, avec un poids moindre. Donc une capacité d'emport de 8 kg sans contrepoids et de 13 kg avec contrepoids. Que demande le peuple? C'est parfait. Parce que la 94 dph, tout équipée, elle est à 5 kg. Donc on est vraiment dans la limite en fait de la Star Adventurer GTI, et on commence à avoir un peu de focale et tout ça. Voilà, on sent qu'on va être en train de la violenter, alors que là ça va passer crème en fait. Donc pour moi cette monture, elle est quand même assez idéale pour le nomade, très sincèrement. Un jour ou l'autre, il se pourrait que je craque. Voilà. Allez, on continue chez Zuo avec, donc voilà, vous avez quelques vues de la M3 et de la M5. Avec le CAA, le Camera Angle Adjuster. Donc il y a un certain nombre de personnes qui le demandaient, ce truc-là. C'est en fait un rotateur voilà, qui permet de tourner l'angle de la caméra. Alors personnellement, je ne suis pas du tout demandeur de ce genre de truc, à moins que pour des problématiques de cadrage dans certains objets, mais moi je préfère toujours avoir par convention le nord de mon image en haut. Voilà, c'est une convention personnelle. Je suis toujours un peu déstabilisé. Alors, il n'y a pas de convention dans l'espace, on est bien d'accord, mais je suis toujours un petit peu déstabilisé de trouver une image qui est pivotée, machin et tout ça. Donc, le CAA, c'est quand même une réponse. Est-ce qu'il peut être piloté et asservi, par exemple, sur un Dobson? Ça pourrait répondre à un besoin, justement, pour ceux qui veulent faire de la photo donc du ciel profond avec un Dobson. Ça pourrait être pas mal parce que connaissant Zuo, ils vont proposer un tarif quand même assez intéressant. Donc vous voyez un petit peu la configuration de la bête, il y a quand même quelque chose qui a l'air d'être bien construit, hein, donc voilà, c'est sérieux. Par contre, il y a quand même une chose à noter, c'est que ce caméra angle adjuster se met en lieu et place du diviseur optique. Donc ça veut dire que vous ne pouvez plus faire de guidage par diviseur optique. Mais vous connaissez Zuo, ils sont pas idiots, ils ont prévu à tout. Et une caméra avec le capteur de guidage juste au-dessus. C'est la fameuse donc 2600 Duo. Ils ont annoncé cette 2600 Duo qui permet donc de faire de l'autoguidage automatiquement. Et donc il va répondre à ce problème-là. Donc en fait, vous allez mettre
votre caméra angle adjusteur, votre roue à filtre ou votre passe-filtre, tiroir à filtre, et là la caméra duo. Donc la 1600 duo, la 2600. Et donc la 2600 duo, ils annoncent clairement qu'ils arrivent même avec des filtres à bande étroite à pouvoir faire du guidage malgré tout. Et notez qu'une monture harmonique comme la M3 ou la M5, c'est très très doux comme courbe. Donc en fait on peut faire, si vous avez bien fait votre mise en station, on peut faire des pauses de 3 à 4 secondes sans problème pour l'autoguidage. Ça posera aucun problème avec une monture comme celle-là. C'est une monture qui a quasiment pas de backlash, qui a un guidage très très doux. Notre objectif en fait, comprenez-le bien, c'est qu'avec ces montures-là, et on met de l'autoguidage pour corriger ce déplacement comme ça sur une grande période en fait, donc de l'erreur périodique. Donc en fait, ça pourrait très bien marcher avec une AM3 ou une AM5. Et regardez en termes de comparaison de prix, sur la clé des étoiles, 795 € pour le rotateur de champ Primaluce. Alors la grosse différence, c'est que le rotateur de champ Primaluce, il fait 2 pouces, et on met le, comment dire, vous pouvez mettre un porte-oculaire 2 pouces ou un renvoi coudé, ou etc. Alors que là, vous êtes obligé d'être en montage vissé M42, M48, sans doute il doit être M48 là chez Zuo. Voilà, c'est à noter le truc, hein, c'est que ce ne sera pas forcément très trivial de mettre un oculaire comme ça, il faudra passer par un porte-oculaire derrière en fait. Et alors parlons ensuite de la dernière annonce, enfin, c'est pas du tout ce qui va m'intéresser le plus. Mais par contre, je pense que c'est celle qui fait le plus de bruit, qui va changer le game, parce que ZWO arrive avec un prix, un tarif annoncé qui est hallucinamment bas. Il s'agit bien évidemment du Seastar. Donc on va voir un petit peu ce que c'est le Seastar. Vous voyez, c'est un télescope automatique en fait, pour pouvoir faire de l'observation donc de l'univers en visuel assisté. Donc avec un objectif a priori qui serait un triplet apochromatique. Le tout donc piloté par une application Bluetooth. Et vous savez que ZWO sait bien faire ça avec tout simplement avec son ASIR. Vous avez donc un système totalement automatique pour aller faire, donc vous avez déjà un sensor pour pouvoir faire une mise à niveau bien propre finalement du trépied. Et puis après derrière, il va faire lui-même automatiquement son astrométrie et détecter la configuration des étoiles au-dessus de lui. Donc ils annoncent 6 heures d'autonomie, c'est pas extraordinairement grand, mais c'est tout à fait suffisant pour une première photo voilà, une première soirée d'observation. Il est autofocus et go-to. Et en fait, regardez l'application, c'est justement le Star Map là, que l'on a dans l'ASIR. Donc en fait, ils vont se baser finalement sur la technologie qu'ils ont déjà développée avec l'ASIR pour pouvoir faire un petit peu tout ça. Et pour pouvoir choisir les cibles et observer tout ça, ils ont déjà beaucoup d'éléments de la suite logicielle derrière. Alors l'ouverture c'est 50 mm avec donc un triplet apochromatique de 250 mm de focale, un capteur IMX 462 qui est un bon capteur photo, donc du MP4, de la vie, du TIFF, voilà, etc. De 1920 par 1080, ça va être une résolution adaptée avec un smartphone. De la 5G, du 2,4G, alors étonnant qu'ils aient mis de la 5G, mais voilà. Et donc en fait là-dessus on est sur un produit qui est directement en face du Vespera. Donc regardez un petit peu la configuration. Ce qui est un peu original chez eux, c'est qu'ils ont mis 2 miroirs là. Et là vous avez ceci qui pourrait ressembler à une espèce de petit moteur. Donc est-ce qu'ils font une rotation carrément du capteur grâce à ça, ce qui leur permettrait d'exploiter les coins de l'image, qui est toujours un des problèmes de ces télescopes connectés. Voilà. Et donc en gros leur idée c'est de dire voilà, vous avez à l'intérieur un ASIR, un EAF pour faire la mise au point, vous avez l'instrument, vous avez une monture, voilà, comme une AZ-GTI par exemple, vous avez une roue à filtre, alors apparemment il y aurait au moins un filtre contre la pollution lumineuse, et ça c'est la logique, hein, et vous avez une caméra, et tout ça pour un tarif juste hallucinant. Donc la configuration du truc là, il faut qu'on arrive à comprendre un petit peu ce qu'il y a dedans, mais on en saura plus bientôt pour les specs. Et c'est là où ça fait très mal, c'est que le tarif annoncé est de 399 $ au lancement, 499 $ au bout de quelques mois.
Alors bien évidemment, vous avez l'import, vous avez la conversion euro-dollar, vous avez toute la TVA et tout ça, qui va faire qu'on sera plutôt dans les 700-800 euros sans doute en Europe. Mais comparé avec le prix d'un Vespera aujourd'hui, c'est hallucinant. C'est-à-dire que je suis très désolé pour Vaonis, qui est une boîte française. Je les ai déjà rencontrés, ils ont fait un boulot superbe, ils ont vraiment ouvert la voie. On a, dans le sens inverse, Unistellar qui vient de signer un contrat apparemment avec Nikon qui rentre au capital. Ça va être dur pour Vaonis, donc j'espère qu'ils vont pouvoir trouver un moyen de rebondir par rapport à ça. Mais l'arrivée de Zuo avec des tarifs comme ça sur ce marché-là, c'est hallucinant, ça va révolutionner. Moins de 1000 euros pour un télescope connecté, ça s'est jamais vu, c'est hallucinant. C'est un truc de fou. Sincèrement, c'est vrai que c'est un truc de fou. Voilà, à quoi bon oui, c'est assez fort. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, avec une petite blague pour la fin de l'épisode. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, il y aura des très bonnes choses. Si jamais vous achetez quelques-uns de ces produits dans les temps à venir, n'hésitez pas à me le faire savoir, que je puisse pourquoi pas le tester avec vous, ce serait avec grand plaisir. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir. Ah oui, j'oubliais. Il se murmure que les dernières problématiques météo et les dernières tempêtes en France, je suis peut-être pas innocent. Rendez-vous au rap.